Moi, j'ai la chance de faire tout ce que je veux. Mais vraiment tout ce que je veux. Je m'interdis rien. Tu vois, moi, j'avais un rêve quand j'étais petit, le rêve américain. Bah, j'y suis allé. Bon, alors, j'ai pris une branlée d'abord et après, ça a marché. Mais j'y suis allé. J'aime beaucoup la Russie. Là, j'ai monté une boîte il y a 2 ans en Russie et 1 an et demi. Et ben, j'ai monté ma boîte. Je me suis installé là-bas pendant 1 an et je l'ai fait. Je me dis que rien n'est impossible. Tout ce que j'ai envie de faire, je le fais. Mindset, l'esprit de la réussite. Salut à tous, c'est Julien Doza. Salut à tous, c'est Laurent François. Salut à tous, c'est Stéphane Nomis. Aujourd'hui, Julien, dans Mindset, le podcast qui décrypte l'état d'esprit de celles et ceux qui réussissent, on reçoit justement Stéphane Nomis, un ancien judoka international et il est maintenant devenu un serial entrepreneur. Alors Stéphane, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Donc Stéphane Nomis, 10 ans d'équipe de France de judo, je me suis reconverti et aujourd'hui j'ai une société qui s'appelle Hippon Technologies et on fait un peu plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires en France et à l'international. Alors justement Stéphane, tu disais que tu étais ancien champion de judo, tu as fait 10 ans d'équipe de France, 90-99 si je dis pas de bêtises. Comment tu en es arrivé à ce sport qui est certes extrêmement populaire chez nous, qui rapporte des médailles, mais pour un gamin de Grigny, c'est peut-être pas la première chose à laquelle on pense. Oui, c'est vrai. Normalement, les gamins des cités, ils vont plutôt s'orienter sur le foot. Mais moi, ma mère, elle détestait le foot. Donc, j'avais une mère qui aimait pas le foot. Et donc, elle m'a dit, non, toi, tu iras pas au foot, tu iras au judo. Donc, elle m'a mis au judo et j'ai bien accroché. C'était hyper sympa. Tu te battais tous les jours. C'était agréable et je me suis développé là-dedans pendant... j'ai jamais arrêté. T'as jamais arrêté, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que tu as repris un club de judo, hein, c'est ça ? Ouais, depuis quelques années, je suis président d'un gros club de judo de 600 licenciés et on emmène 4 personnes aux Jeux Olympiques. Et là, on est post-Covid, donc ils devaient partir le mois prochain à Tokyo, mais ils partiront que dans 1 an. Et donc, voilà, je suis toujours proche de mon sport. Une passion, en somme. Très grosse passion qui m'a appris, moi, j'ai pas fait d'études. Donc c'est le judo qui m'a formé et je suis un enfant de judo et je mets toutes les valeurs que le judo m'a appris dans l'entreprise. Tu vois, la première valeur, c'est pour moi, c'est le respect. Donc j'essaye de respecter mes collaborateurs, mes fournisseurs, mes clients. Quand je leur dis quelque chose, je le fais. Ça, c'est hyper important pour moi, mais aussi la résilience. Tu vois, c'est la combativité, c'est quelque chose de hyper important et les sportifs de haut niveau, des fois ça marche, des fois ça marche pas, des fois tu te prends des grosses gamelles, des fois tu te blesses, donc c'est 6 mois ou 9 mois de galère et donc tu apprends à rebondir. En tout cas, les meilleurs, les plus grands champions, ils apprennent à rebondir. Et ben moi, je fais pareil dans l'entreprise, quoi. Pendant le Covid, c'est ce qui s'est passé, quoi. Et comment t'es passé du coup du statut de judoka au statut d'entrepreneur ? Qu'est-ce qui s'est passé C'est un peu la chance. On va pas se mentir. Pas d'études, je savais pas quoi faire. Tout le monde sait que la reconversion des sportifs de haut niveau, c'est ultra compliqué. Il y en a plein qui galèrent, ils restent dans leur sport. Ils sont payés 1300, 1400 euros par mois après des grandes carrières internationales. C'est un peu, pour moi, je suis franc, hein, c'est un peu la loose, je trouve. Voilà. Et derrière, moi, j'ai eu la chance de partir sur un métier que j'aimais bien. Je me suis dit, tiens, c'était les années 2000, l'informatique, Internet, ça avait le vent en poupe. Je me suis dit, tiens, allez, vas-y, je vais là-dedans. Je me suis formé pendant 2-3 mois. Alors au début, j'étais administrateur système et réseau. Alors, ça faisait bien, tu sais, tu sors de judo, administrateur système et réseau, mais en fait, tu installes des imprimantes. Hein. Donc, tu es dans la tour de la défense, tu installes des imprimantes, tu vois, tu es le sous-fifre, quoi. Et voilà, c'était un peu mon cas, tu vois. Mais par contre, la nana qui me vendait, j'étais dans une société de service, elle, c'était la petite commerciale, elle avait une belle voiture, elle se la racontait. Je me suis dit, tiens, je vais faire ce métier-là, moi. Et donc, je me suis lancé dans le commercial. Et au bout presque 9 mois, 1 an, ça a super bien marché commercial. Je me suis dit, si je le fais pour quelqu'un, autant le faire pour moi. Et je suis parti, je me suis lancé là-dedans direct. J'ai reproduit la même société que j'ai vue. J'ai fait la même chose pour moi, quoi. D'accord, donc là, t'as foncé, quoi. Tu t'es dit, allez, comme au judo, je mets pas de limite et j'y vais. Tout ce que la boîte elle faisait, j'ai copié. J'ai essayé d'améliorer tous les mauvais points et je suis parti, quoi. Mais tu avais des associés quand tu t'es lancé ou tu t'es lancé tout seul ? Alors au début, je me suis lancé tout seul et tu vois, il fallait emprunter 8 000 euros parce que pour créer une boîte, il fallait de l'argent et je les avais pas.
J'ai fait 22 banques pour qu'ils me prêtent 8 000 euros. Judoka, tu vois, tu te lances dans l'IT en pleine crise informatique. C'est comme si le mec aujourd'hui, à date, il veut faire un restaurant post-Covid et il a jamais eu de restaurant. C'est un peu ça, quoi. Et donc, c'est pas simple. Ouais, c'est pas simple. Avant d'avoir ton crédit, tu vas pouvoir faire des banques. Et donc, j'en ai fait pas mal. Et après, je me suis aperçu que j'avais un souci. Donc, je me suis associé avec un gars, un polytechnicien, qui, lui, m'a permis d'avoir le crédit. Il est jamais venu travailler dans la société, mais il m'a permis d'avoir le crédit. Donc, ce qui a lancé ma boîte, quoi. Et comment tu démarres ? Parce que tu es tout seul, finalement, même si tu es un associé. Comment tu décroches tes premiers clients ? Je me suis vendu comme administrateur système et réseau. J'ai très vite vu que j'étais pas un génie. Et donc, je me suis dit, je vais plutôt vendre les autres plutôt que moi parce que c'est pas ça qui marche, quoi. Et donc, j'ai embauché très vite une deuxième personne, une troisième, une quatrième personne, et voilà. Et à la quatrième personne, j'avais plus d'argent à la fin du mois parce que j'y connaissais rien en finance. Et là, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai ouvert le bottin. J'ai tourné les pages du bottin, j'ai pris un comptable. Le premier, le deuxième, le troisième, ils ont pas répondu. J'ai pris le quatrième. Et il est extraordinaire. Il est avec moi depuis 20 ans. C'est toujours mon comptable. Et lui, il m'a permis de grandir et de bien me développer parce que il m'a permis de comprendre ce que c'était la finance. Moi, j'y connaissais rien. Finance, trésorerie, tout ça. Moi, j'avais l'impression que quand tu signais un contrat avec un client, il allait me payer tout de suite. Mais alors, il te paye 60 jours, fin de mois, des fois 90 jours, mais donc j'avais plus l'argent des gens que j'avais embauchés, quoi. Là, on a fait des découvertes, il m'a appris plein de choses, et voilà, quoi, c'était magique, quoi. D'accord, donc là, tu es monté en compétence tout seul, ou en tout cas avec lui, c'est ça ? Exactement, sur la partie finance et gestion de société, quoi. Depuis que j'ai arrêté le judo, j'ai toujours lu. Je me suis formé en auto-formation en lisant beaucoup de livres, développement personnel et tout ça. Moi, depuis que j'ai arrêté, j'en fais tous les jours, quoi. Je lis des trucs en anglais alors que je parlais pas un mot d'anglais. J'ai appris à lire et à me former sur les meilleurs américains. Et évidemment, après, mon comptable, il m'a appris plein de choses, quoi. Bah justement, alors, ton comptable te permet d'apprendre plein de choses que tu ne maîtrises absolument pas. Et je voudrais te poser la question qui est peut-être très basique, mais est-ce que tu te souviens de quand ça a basculé du bon côté pour toi, où tu n'étais plus en galère et où ça allait bien ? Alors, je sais pas ce que tu dis, la galère, parce que moi, jusqu'à 30 ans, je gagnais 1 000 euros par mois. Alors, dès que j'ai commencé à travailler, j'ai gagné 1 300 euros par mois, donc j'étais plus en galère. J'étais heureux, 1 300 euros par mois. Voilà. Au début, j'étais tranquille, j'étais content, je faisais... je grandissais, je gagnais de mieux en mieux. Alors évidemment, quand tu as une boîte avec 10 personnes, c'est pas la même chose que quand tu as une boîte avec 450 personnes aujourd'hui, tu vois. Mais doucement, on fait une croissance de 25% chaque année. On grandit et il y a eu des moments très durs, tu vois, 2007, 2008, pendant la crise, ça a été délicat. On n'a pas perdu de l'argent, mais on était à l'équilibre, mais on n'a pas grandi cette année-là, mais on n'a pas perdu non plus. Ça a été une année un peu compliquée, surtout que je venais juste de racheter une boîte et avec que des prestataires dans la finance, dans les banques. Donc 2 mois après, tout le monde sur le carreau. Grosse déculottée. Et donc là, j'ai perdu un peu d'argent. Mais on a réussi à se battre et on a rebondi et on a continué à... Voilà, mais... Donc ça, c'était vraiment 2007-2008, c'était vraiment pour moi la plus grosse crise. Pour moi, ça a été plus dur en 2007-2008 que la Covid. Et je rebondis un peu sur cette question des difficultés, parce que souvent on a l'impression que l'entrepreneuriat c'est assez lisse, c'est-à-dire qu'on monte et on rencontre jamais d'obstacles, j'allais dire, au développement de l'entreprise. Et je voulais savoir, toi, un petit peu, quelle était la plus grosse difficulté que tu as pu surmonter, ou en tout cas... voilà. Celui qui dit ça, c'est un menteur. Quand tu es chef d'entreprise, des merdes, t'en as tous les jours. Voilà, t'en as plein et voilà, et t'apprends à les gérer. Tu sais, le chef d'entreprise, en fait, il résout que des problèmes, quoi. Il passe sa vie à résoudre des problèmes, à mettre les bonnes personnes aux bons endroits. C'est ça la vie d'un chef d'entreprise, quoi. Et moi, les gens, ils viennent me voir que quand ça va mal, quoi. Quand il y a un problème, ils viennent me voir. Quand ça va bien, ils viennent pas me voir. Tu vois, ils sont ultra autonomes et quand ils rencontrent une difficulté qu'ils savent pas résoudre, ils viennent me voir et me disent « Tiens Stéphane, ça on sait pas faire, comment tu ferais toi? Quelle idée t'as pour nous aider à faire ?» Voilà, c'est comme ça qu'ils le feraient, quoi. Et t'as pas un moment où tu t'es dit « Tiens, je suis en train de me décourager, quoi. » Là, Ah si, moi je suis allé il y a 6 ans aux États-Unis, je parlais pas un mot anglais.
Je disais à peu près, tu vois, voilà, c'était vraiment, voilà. Je suis allé là-bas, c'était vraiment très dur. Là, tu vas en Champions League, quoi. Hein. C'est comme si tu avais un petit club de foot de division des 8, là, et tu vas en Champions League. Bah, t'imagines le niveau. Moi, je suis arrivé à New York, je me suis dit, ah, voilà, c'est petit Hippon, 200 personnes à Paris, voilà, t'es personne, quoi. Tu es inexistant, je sais pas, voilà, t'existes pas, quoi. Et donc, quand tu vas voir tes clients, tu fais peut-être 200 personnes, mais tu sers à rien. On n'a pas besoin de toi. Et donc, j'ai pris des bûches. Une fois, je me souviens même, je suis rentré, j'ai cru que j'allais pleurer. Au bout de 15 jours, j'ai fait, mais il y a pas très longtemps, hein, il y a 2 ans. Il y a 1 an et demi, 2 ans. On a mis vraiment beaucoup de temps à décoller les États-Unis. J'ai fait 15 jours, j'ai appelé, je sais pas, 100 personnes en 15 jours. Ou peut-être 200 personnes. Alors que je suis chef d'entreprise de 400 personnes. Hein. Et les gens, ils me répondaient pas, j'arrivais même pas à décrocher un rendez-vous. Et ça, ça a été vraiment, vraiment dur à vivre. Et les États-Unis, c'est encore un autre monde. Et aujourd'hui, on fait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires là-bas. On a 60 collaborateurs. Ça se passe bien, même pendant la crise ça s'est bien passé, mais ça a été vraiment vraiment dur et je devais rentrer 2 jours plus tard. J'ai demandé à mon assistante, vas-y, prends-moi un billet d'avion, j'en peux plus des États-Unis, ramène-moi. Ouais, donc c'était pas au départ le rêve américain. Ouais, c'était pas, voilà. Et puis voilà, au bout de 9 mois ou 10 mois aux États-Unis, on a failli plier les Gaules. C'était ultra difficile de démarrer, ça a été vraiment vraiment très dur. New York, d'ailleurs, on était à New York, j'ai pris tellement une branlée que je me suis retrouvé à Richmond en Virginie, quoi. Donc comme à New York c'était pas possible, je suis parti à Richmond en Virginie pour démarrer Hippon. Et une fois que j'ai démarré Hippon, j'ai réussi à Richmond, je suis remonté à Washington. Et une fois que je suis remonté de Washington, je suis remonté à New York. Mais d'abord, j'ai pris une belle... Quelques portes dans la tête. Ah ouais, bah oui. Mais justement, comment ça se fait qu'un gars qui parle pas l'anglais, comme tu le disais toi-même, tu le lisais, mais t'étais pas méga fluent? Ah non, je parlais pas, je faisais 2 phrases, quoi. Voilà. Mais justement, un gars qui fait 2 phrases dans une langue qu'il ne maîtrise pas, c'est normal qu'il prenne pas de rendez-vous, mais ce que je trouve absolument incroyable, c'est que tu t'entêtes, au bon sens du terme, que tu continues, et que ça marche. Qu'est-ce qui fait que tu as un ressort comme ça de type qui, malgré les portes dans la tête, il les défonce toujours? Je trouve ça génial. Je pense qu'au judo, j'ai appris à tomber et à me relever. Tu vois, au judo, tu fais ton combat, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. En fait, ça me dérange plus de tomber. Mais par contre, à ton objectif, tu t'accroches, quoi. Tu t'accroches pour y arriver et voilà. Et je pense que on s'accroche et que dans ma société, les gens, ils ont compris que je m'accrochais et que plus c'était dur, plus je m'accrochais. D'ailleurs, on peut le voir. J'ai un exemple très concret. Les gens, là, les 5 premiers mois, ils ont tous plongé. On est période de Covid. Ça a été extrêmement difficile pour tout le monde. Nous, on a 27% de croissance. Pendant la période Covid ? Pendant la période Covid. Et c'est dû à quoi? C'est incroyable. J'ai mis les gens au travail. Nous, on a continué, on s'est battu. On était sur le pont, on a lâché personne. On a dit allez, on a motivé tout le monde. On a beaucoup communiqué, on a beaucoup fait confiance. On a été ultra réactifs. On a été chercher des nouveaux clients. T'as 2 solutions pendant le Covid. Soit tu dis ah non, c'est dur et voilà. Et là, t'es sûr de plonger. Soit tu dis là, c'est le moment où tu vas naître. Là, c'est en cette période que naissent les champions, quoi. Tout le monde va baisser les bras. Toi, il faut que tu te battes plus pour y arriver. Et nous, on a choisi cette voie-là. Donc, c'est une voie qui est plus compliquée, mais c'est une voie qui marche, qui fonctionne. Si tu as les bonnes personnes, si tu arrives à motiver les bonnes personnes. Et tu vois, moi, j'ai un comité directeur qui s'est battu... ils sont battus comme des dingues et après ça a découlé, tu vois, c'est pyramidal et on a mis de l'énergie sur le mental des gens, quoi. Donc il y a quelques personnes qui ont eu plus de difficultés, mais globalement l'ensemble de mes collaborateurs ils sont battus comme des chiens, quoi. Ils ont fait le taf, quoi. Et justement, en tant que dirigeant d'entreprise, tu te considères un petit peu entre guillemets comme un entraîneur, comme un coach mental, comme un exemple, comme le premier commercial de l'entreprise, que tu as été aux États-Unis et puis évidemment en France au début. Comment tu te considères, toi ? Moi, je gère mon entreprise comme on gérerait un club de sport.
Donc voilà, je suis beaucoup sur les qualités humaines, je suis sur le recrutement, je pense que tout le monde peut y arriver s'ils sont bien formés, si tu les accompagnes. Je pense que tu vois, tu peux aider les gens à développer des qualités incroyables qu'ils ont en eux et qu'ils savaient même pas qu'ils les avaient, quoi. Et du coup, ça me fait rebondir aussi un peu sur ton enfance. Parce que c'est vrai que souvent, on a l'impression, si on parle par exemple de Bill Gates ou si on parle de Donald Trump, ils ont eu plutôt une enfance assez favorisée, ce qui n'était pas forcément ton cas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Ouais, alors moi je viens des quartiers difficiles, hein. Je viens de la Grande Borne de Grigny, je viens des quartiers des cités, quoi, hein. Et on sait que l'ascenseur social dans les cités, il n'est pas forcément là. C'est plus compliqué, mais on perçoit mal les cités, les médias, ils perçoivent mal les cités. Tu sais, les cités, ça t'apprend énormément de trucs. L'entraide, la joie de vivre. Je sais pas si tu vas dans les cités, tu regardes les gamins un peu. Ils sont toujours en train de rigoler entre eux. Alors des fois, ils font peut-être des conneries. Moi, je vais pas dire j'en ai pas fait de conneries. J'en ai fait vraiment beaucoup des conneries. Mais c'est pas grave, tu vois. Ça a jamais été des conneries qu'on fait du mal aux gens. Mais c'est des conneries entre nous, tu vois. Et ça te permet de créer des liens et ça t'apprend d'énormes qualités d'entraide que moi j'ai gardé au fond de moi, quoi, hein. Voilà, puis ça t'apprend à te débrouiller quand même. Ça t'apprend, tu dois toujours être débrouillard, trouver la bonne solution, le bon ci, le bon ça. C'est pas simple. Donc si tu veux avoir des choses, ça t'apprend à... Parce qu'en plus, on peut penser que quand on voit ta réussite, que du coup Stéphane Nomis c'est aussi un polytechnicien, ce qui est pas du tout le cas, hein, parce que ce que les gens ne savent pas, en tout cas nos auditeurs ne savent pas, c'est que du coup toi t'as pas fait d'études, hein, c'est ça? Ouais. Il y a beaucoup de businessmen qui n'ont pas fait d'études, voilà. Après il y en a qui ont eu la chance de bien être et dans les bons milieux, ça te permet, mais tu peux y arriver. Et puis la réussite, elle c'est pas forcément une grande entreprise, tu vois. Aujourd'hui, tu peux très bien réussir en étant plombier à Paris, tu vas gagner 4 000 € par mois. Est-ce que t'es pas bien payé 4 000 € par mois à Paris? Bah, moi, je pense que si. Justement, est-ce que tu as un regret? Est-ce que tu as un truc qui te fait surkiffer à l'inverse? Moi, j'ai la chance de faire tout ce que je veux. Mais vraiment tout ce que je veux. Je m'interdis rien, tu vois. Moi, j'avais un rêve quand j'étais petit, le rêve américain. Bah, j'y suis allé. Bon, alors j'ai pris une branlée d'abord et après ça a marché, mais j'y suis allé. J'aime beaucoup la Russie. Là, j'ai monté une boîte il y a 2 ans en Russie et 1 an et demi et ben j'ai monté ma boîte. Je me suis installé là-bas pendant 1 an et je l'ai fait. Je me dis que rien n'est impossible. Tu vois, rien n'est impossible. Tout ce que j'ai envie de faire, je le fais. Tu vois, là, je me suis lancé un nouveau défi de prendre la présidence de la Fédération française de judo pour redynamiser le judo français. Tout le monde m'a dit que c'était impossible. Bah, je me suis dit, ok, on va voir. Et donc, je me suis lancé ce nouveau challenge et on verra ce qu'il en est au mois de novembre. Mais ça me paraît plutôt pas mal parti, quoi. Et du coup, c'est quoi le moteur de Stéphane Nomis? Tu vois, je pense que c'est le petit Stéphane des cités, auquel le prof de judo disait que je serais rien, auquel le prof d'école disait que je serais rien, que je réussirais jamais. Je me souviendrai toute ma vie, hein, ce prof de judo, j'avais 10 ans, ma mère vient le voir et dit, oui, Stéphane, il a envie d'être champion, et il regarde ma mère et il dit, non, mais Stéphane, bon, peut-être qu'il sera ceinture noire, mais voilà, faut pas compter sur le judo. Et ben, tu vois, j'ai eu envie de lui prouver et ce besoin de reconnaissance, je l'ai gardé toute ma vie, quoi. Donc je pense que je vis ma vie. Tu sais, faut pas avoir peur de dire, voilà, j'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin qu'on m'aime, j'ai besoin qu'on dise, tiens, Stéphane, il fait des belles choses, quoi. Il fait, voilà. Moi, je crois que c'est ça qui me fait avancer, quoi. C'est pas l'argent, c'est pas le truc, c'est que les gens, ils se disent, ouais, on peut partir d'en bas et quand même réussir. Et qu'il y a pas d'obstacles qu'on peut pas dépasser, surmonter, casser, percer. Donc Stéphane aussi, ce qu'on voit assez régulièrement aussi auprès d'entrepreneurs, c'est que pour ceux qui viennent d'en bas, ils ont l'impression aujourd'hui que c'est des imposteurs, quoi, qu'ils sont là mais ils devraient pas être là, c'est pas forcément leur place. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai connu ça au départ et surtout j'avais une peur bleue des gens qui avaient et un respect énorme des gens qui faisaient des études. Pour moi, j'avais l'impression qu'ils étaient supérieurs à moi.
Vraiment, les mecs qui a fait Polytechnique, Centrale, HEC, tous ces trucs-là, j'avais l'impression qu'ils étaient supérieurs à moi parce qu'ils étaient plus intelligents que moi, et voilà. Et en fin de compte, ce temps-là, il est révolu pour moi. En fait, c'est ce que tu fais de ta vie qui est important. Et au début, peut-être que j'ai eu ce sentiment-là, mais maintenant, je sais que je suis un mec bien et que je suis à ma place et que je vais continuer à grandir et que parce que ce que je fais, je le fais avec beaucoup de bienveillance et ça me positionne sur un truc où je sais que je fais avancer les gens, quoi. Et je connais mon rêve en plus. Mon rêve, c'est de me lever un matin et de nourrir 10 000 gamins. Et de me dire, voilà, je donne à manger à 10 000 gamins chaque jour. Comme Coluche avec les Restos du Cœur. Exactement, voilà, exactement. Alors, sauf que moi, je donnerais de l'argent pour l'Afrique, tu vois, parce que je pense qu'ils ont plus de besoins que nous. Mais tu vois, c'est ça. Moi, mon objectif, c'est pas de vendre ma boîte. J'ai pas cet objectif. J'ai eu des belles propositions qui permettraient, moi, à mes descendants de vivre les prochaines années, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Tu vois, moi, je me sens beaucoup plus utile en créant de la valeur et en redistribuant cette valeur. Tu vois, l'opération que j'ai faite sur Grigny, dont on parlait tout à l'heure, d'apporter des ordinateurs pendant le Covid à des gamins qui n'avaient pas d'ordinateur et qui ne pouvaient pas suivre l'école. Et ben, tu vois, c'est ça qui me nourrit, moi. Moi, c'est ça qui, quand j'y suis allé, j'ai repassé 4 jours à Grigny. Alors, j'ai repassé d'ailleurs 5 jours, mais vraiment 4 jours à temps plein à Grigny, avec ces gamins, ces familles et tout ça. Et ben, moi, j'ai kiffé, quoi. C'était là que je venais, j'ai kiffé. Je me suis dit, tiens, bah voilà. Et de redonner vraiment, ça a du sens pour moi. C'est ce qui me fait, j'allais dire bander, mais je peux pas le dire. Excusez-moi. Attention. Mais tu vois, et mon rêve, c'est ça, c'est qu'un jour, je puisse me lever, me regarder dans la glace, dire, ok, tu donnes à manger à 10 000 personnes aujourd'hui. Ouais, c'est beau. Hein. C'est mon rêve à moi, quoi. Et l'informatique, c'est un moyen. C'est juste un moyen, quoi. C'est une passion ou finalement, c'est comme tu le dis, un moyen, un gagne-pain? Non, alors j'adore l'informatique. Tu sais ce qui me plaît avec l'informatique, avec mes ingénieurs, c'est qu'ils sont plus intelligents que moi, ils sont brillants et ils sont, tu vois, ils sont ouverts. J'apprends plein de trucs avec eux tout le temps, quoi. Et ils sont toujours au taquet. Tu vois, quand t'es toujours avec les meilleurs, moi, ce que j'adore, c'est de m'entourer des meilleurs. C'est comme si tu recrutes une équipe de foot. Toi, tu peux prendre des moyens, mais tu feras pas la Champions League. Donc moi, j'essaye de prendre les meilleurs à chaque poste et après de créer le spirit de l'équipe. Parce que c'est important d'avoir le team spirit. Et donc, tu vois, c'est vraiment ça. Mais j'essaye de recruter les meilleurs. Tu vis mieux quand tu es entouré de gens bienveillants et les meilleurs, quoi. Ouais, c'est ce que disait Steve Jobs, autant s'entourer des meilleurs pour encore plus progresser. Voilà, exactement. Et c'est eux qui ont les idées. Tu vois, moi, je délègue beaucoup. Tu peux pas embaucher des gens à 100 000 euros et leur dire quoi faire. Moi, le mec, j'embauche à 100 000 euros, je te garantis qu'il a intérêt à avoir des idées, hein. Il a intérêt à avoir des idées et nous dire et me dire qu'est-ce qu'il va faire, quoi, qu'est-ce qu'il va apporter, et voilà. Et ça c'est, je trouve ça génial, quoi. Est-ce que justement tu as eu un mentor? Tu nous parlais de ton polytechnicien qui t'avait aidé quand tu étais en tout début. Non, il m'a juste donné il m'a pas mentoré, il a signé sur le papier pour que je démarre la boîte. Mais c'était pas mon mentor. J'ai eu un gars, un autre mentor, lui qui s'appelle Fabrice, qui lui m'a donné ma chance en sortant de l'équipe de France, qui m'a pris et qui lui m'a mentoré pendant 1 an et demi dans sa boîte et qui m'a appris à être commercial, quoi. C'est lui qui m'a appris à être commercial. Moi, je connaissais rien en commerce. Donc il m'a mentoré pendant 1 an et demi et voilà. Donc c'est un ami depuis. C'était déjà un ami avant, mais voilà. Après, j'ai pas de mentor pur, mais j'ai un coach par contre. Et elle a aussi une vie extraordinaire et elle m'aide à dépasser. Tu vois, la première fois que j'ai dû licencier quelqu'un, c'était le directeur commercial, il faisait 0 dans la boîte. J'arrivais pas à le licencier. Moi, ma mère, cégétiste pendant 30 ans ou 40 ans, communiste, je pouvais pas virer quelqu'un, c'était pas possible. Sauf que si je le virais pas, je coulais. Il m'a fallu 6 mois pour qu'elle me coach pendant 6 mois pour le licencier. Et donc, et après, j'ai toujours gardé le système des coachs. Et mon équipe, elle est coachée aussi. Je trouve que c'est hyper important de coacher les gens pour qu'ils progressent. Donc moi, j'en coach certains, mais sinon, je prends des coachs extérieurs pour qui coachent les personnes pour qu'ils soient encore meilleurs et qui sentent bien et en phase avec leurs attentes et leurs objectifs, quoi. Et au-delà du coach, souvent on dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. Putain, là, c'est la cata.
Là, non, mais c'est vrai, faut pas se mentir. Moi, j'ai voyagé dans le monde entier. J'ai fait beaucoup d'entreprises. J'ai des écoles. Si tu as suivi, j'ai des spas, j'ai des trucs. J'ai fait des trucs. Ma vie, la vie personnelle, ça a été. Je suis très très proche de mes 3 enfants. Mais mes femmes, elles n'ont pas supporté que je voyage autant, quoi. Mais moi, comme dans l'équipe de France, j'avais passé ma vie à voyager, j'avais ce besoin de voyage. Il est toujours présent, il a toujours été présent en moi. Et donc, mais les femmes, elles veulent quand même que le mari soit à la maison, quoi. Et alors que moi, je suis un voyageur. Aujourd'hui, tu vois, j'ai commencé ma campagne il y a un mois. Je suis allé dans 25 départements en train, en avion, en voiture pour faire ma campagne. Et donc, voilà, je suis comme ça. Tu vas pas me tenir à la maison, c'est pas possible. Est-ce que tu dors 1 heure par jour? Est-ce que tu dors pas du tout? Comment tu fais pour j'allais dire, gérer 50 entreprises, des fondations On a l'impression que tu as 5 vies dans une vie. Donc, je pense que j'ai un secret, c'est que je fais confiance aux gens. Je délègue. Alors, c'est vrai que je dors pas beaucoup. Tu vois, je dors 5 heures par jour. Ça me suffit. Mais après, je délègue énormément. Et tu sais, quand tu délègues, tu fais confiance aux gens, eh ben, ils se battent pour toi. Et je les paye bien. Et tu vois, j'avais un prix aux États-Unis, hein, si tu payes bien un gars, il te le rendra. Et si tu le payes pas, tu auras ce que tu mérites, quoi. Et je fais attention à bien payer mes collaborateurs et je leur délègue parce que si tu leur donnes confiance et que tu leur donnes de l'autonomie, ils te le rendent. C'est comme le télétravail. Le télétravail, si tu lui donnes du télétravail, les gens, ils vont se battre pour toi, quoi. Ils vont travailler à la maison. Au début, mais avant, j'y croyais pas au télétravail. Et maintenant, j'ai compris que voilà, il faut et puis voilà, faut évoluer rapidement. Voilà, mais déléguer, c'est mon truc. C'est pour ça plus que la notion de pas dormir, c'est ça qui me fait gagner, quoi. C'est déléguer, responsabiliser et puis bien payer, quoi. On va dire c'est les 3 facteurs. Exactement. Et être reconnaissant aussi du bon travail des gens. Bien sûr. Ah ouais, faut mais ça, t'es reconnaissant quand tu leur confies des missions supplémentaires et tu les fais évoluer, voilà. Et tu sais, quand j'ai fait évoluer ma société, c'est pas forcément pour moi que je l'ai fait évoluer. Mais comme je voulais garder des salariés, par exemple, à Lyon, j'avais un collaborateur qui voulait déménager. Lui, je l'adorais. Et on a trouvé ensemble un processus. Donc, il a créé l'agence de Lyon. Et aujourd'hui, ils sont 60 à Lyon. Et je l'ai fait évoluer. Chez moi, il pouvait plus évoluer. Donc, on a trouvé un travail ensemble pour lui, fait sur mesure. Et maintenant, il dirige Lyon. Et maintenant, ça commence à être trop petit. Donc, il va falloir qu'on lui trouve autre chose. Certainement un autre pays, un truc, tu vois. Donc, tu grandis parce que tu fais grandir les autres. Donc, tu crées des nouveaux postes et le mec, tu l'as fait performer. Si tu le fais pas jouer dans la ligue d'au-dessus, eh ben, il va partir jouer la ligue avec un autre club, quoi. Ben là, c'est pareil. Alors que si toi, tu lui donnes cette opportunité, il va rester chez toi. J'ai pas du tout l'impression que tu as envie de prendre la fédé de judo par ego, mais plutôt par reconnaissance de ce que ça t'a donné, ce que t'a apporté le judo. Parce que tu n'en serais pas là sans le judo, j'ai l'impression, Stéphane. Ouais, alors c'est vrai que le judo, c'est ma vie, ça m'a donné toutes mes valeurs. Tu vois, nos gars qui sont chez Ippon, ils viennent des très grandes écoles et on a créé un programme qui s'appelle Black Belt. Et quand ils arrivent chez nous, on leur dit, tiens, toi, t'es ceinture blanche du cloud et tu dois passer ceinture noire. Et il a toutes les étapes pour passer ceinture noire. Et sur tous les domaines, c'est comme ça. Tu vois, que ça soit les commerciaux, ils arrivent chez nous, ils sont ceinture blanche en commercial et il doit passer ceinture noire. Donc, il a toutes les étapes. Donc, le judo, c'est ma philosophie. Et j'essaye de tout redonner au judo. Et aujourd'hui, le judo, depuis quelques années, depuis 8 ans, il descend. Les gens, ils n'arrivent plus à donner de l'impulsion ou à dynamiser. Et je pense qu'il faut qu'ils passent le pouvoir à des jeunes qui vont dynamiser notre sport. Parce qu'en France, le sport, il a besoin de se rénover. Le monde, il a changé, les attentes des licenciés et des Français vis-à-vis du sport ont changé. Et il faut être capable de voir ça et de comprendre les enjeux de la professionnalisation et de changer de son fusil d'épaule, quoi. Que je sois président ou pas, ça va pas changer ma vie, quoi. C'est plus pour donner que j'y vais que recevoir, quoi. On est bien d'accord. Et d'ailleurs, tu aides des sportifs de haut niveau à se reconvertir.
Je le fais à travers ma propre fondation, la fondation Hippon, mais je le fais aussi, je suis président de la fondation du Pacte de Performance, nommé par le ministre des Sports et président du comité olympique et paralympique, et où on a 290 athlètes de haut niveau à qui on trouve des sportifs de haut niveau, ceux qui préparent les Jeux olympiques, pour leur carrière et leur après-carrière, surtout parce que moi, la reconversion, c'est mon dada. J'ai des copains, ils sont champions du monde, ils sont videurs à Leclerc. Tu vois, c'est pas possible, quoi. Aujourd'hui, on doit faire évoluer ce système-là. Et pour ça, je me suis investi avec le ministre Thierry Braillard, l'ancien ministre Thierry Braillard, dans cette fondation, quoi. Et je me bats pour ça, quoi. Félicitations. C'est un très très beau challenge qui est loin d'être facile. Tu disais, un pote champion du monde qui finit videur chez Leclerc. Il n'y a pas de honte, mais on attend peut-être un petit peu mieux. Ouais, on peut mieux exploiter ses qualités et ses valeurs que ça. Mais des fois, il n'y a pas le programme adapté aujourd'hui en France. Et voilà, il n'y a pas la notion de sport-études, tu sais, comme aux États-Unis, voilà, ou des grandes boîtes comme Disney. Disney aux États-Unis, ils prennent tous les gens qui ont été à l'armée, ils les recasent chez Disney. C'est des gros partenariats entre l'État et le pays. Et nous, on n'a pas ça en France. Pour revenir un peu sur la notion de l'entrepreneuriat, quel conseil tu pourrais donner du coup à un entrepreneur qui est en train de démarrer ou un entrepreneur qui est en phase, j'allais dire, de scaling et qui souhaiterait aller plus haut? Il faut s'associer. Tu vois, faut surtout pas créer un truc tout seul. Mais par contre, moi, je suis pas pour le 50-50. Moi, je suis pour... il faut qu'il y en ait un qui ait le pouvoir, quoi. Le pouvoir de décision, le pouvoir de dire oui, le pouvoir de te planter. Mais tu vois, le 50-50 à un moment donné où ça va, les gens vont se friter et personne va vouloir prendre la décision. Alors que s'il y en a un qui a plus, à un moment donné, il dit bon bah on y va. Alors que moi chez Hippon, même si j'ai le pouvoir, j'ai jamais pris de décision de manière unilatérale. Ça m'est pas arrivé. C'est toujours collégial, du management participatif. Aujourd'hui, tout le monde a besoin de ça. Et puis pas être à 8 quand on crée une boîte, 7, 5, ouais, tu vois, peu nombreux, ultra spécialisés. Arrêtez de croire qu'on invente un truc, hein. Tout est déjà inventé partout dans le monde, hein. Tu fais que copier un truc qui existe déjà, ou tu vas l'améliorer, ou ci ou ça. Mais des Uber avant Uber, il y en avait déjà. Sauf que ce Uber, il a marché. Des Facebook avant Facebook, il y en avait déjà. Mais sauf que Facebook, il a marché, tu vois. C'est ne pas croire que voilà des outils informatiques, voilà, les gens ils croient qu'ils ont créé l'outil, mais tu vas voir les Chinois ils l'ont déjà fait ou les Japonais l'ont déjà fait, voilà, comme t'as pas la connaissance de tout ce qui existe, mais tu retrouves à peu près les mêmes idées, hein, mais c'est pas grave, tu peux créer en copiant une idée. Tesla, il fait des voitures, mais il a changé quelque chose. Il a changé le monde des voitures, quoi. Avec ses voitures électriques, c'est des machines, ça. Donc voilà. Donc ça, c'est des conseils. Sois humble quand tu démarres et trouver un bon banquier. Ça, c'est important aussi, parce que le banquier, c'est un bon partenaire. Faut le voir comme un partenaire qui va te permettre de grandir. Et il est essentiel pour faire de la facturage, pour faire des crédits, pour faire des leasing, pour faire des découvertes, voilà. Comme l'argent et la trésorerie, c'est la clé du business, si tu veux investir en tout cas. Et donc là, c'est ultra important d'avoir un bon banquier. Donc ça, c'est voilà, le comptable, le banquier, c'est des gens qui vont te permettre de faire des choses. Et après, en conseil, utilise les freelances, les plateformes de freelance pour tous tes trucs. T'es pas obligé d'embaucher quelqu'un pour avoir un site internet. Tu prends un site Upwork, tu prends un gars pour 1 000 €, il va te faire un super site internet, voilà quoi. Utilise les services de freelance pour tout ce qui n'est pas important, ce qui n'est pas ton métier de base, quoi. Moi, quand j'ai créé ma boîte, j'étais nul en juridique, hein, j'y connaissais rien. J'étais sur société.com, je suis allé sur le site, j'ai été voir une grosse société que j'aimais bien, j'ai acheté les statuts, 4 €, copier-coller. Hop, et voilà, pour 4 €, j'ai eu des statuts d'une grande boîte qu'ils ont payé 1 000 €, quoi, ou 2 000 €, mais peut-être même plus certainement. Et donc voilà, tu vois, il faut être malin. Essaye d'être malin et d'utiliser toutes les ressources qui sont sur Internet. Tu peux tout faire sur Internet. Et qu'est-ce que tu penses aussi des jeunes entrepreneurs qui délaissent un peu le côté business et qui sont plutôt sur une phase on va lever des fonds, et puis le business on verra plus tard, quoi.
Moi, j'ai du mal à comprendre comment ça marche, ce système-là. Tu vois, de manière, on voit bien, il y a pour 100 boîtes, il y en a une qui va marcher, mais il y en a 99 qui vont pas marcher. Mais après, ils apprennent, ils ont pris de l'expérience, ces 99-là. Moi, je suis très business orienté, quoi. Quelles sont les qualités qui te servent le plus aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, en tant que philanthrope, en tant que sportif? Et en tant qu'homme? La résilience, je pense que c'est ma qualité number one, la combativité, la résilience, voilà. La bienveillance, je l'ai en moi aussi, tu vois, c'est une qualité qui est importante et avec ce feeling, les gens, le courant il passera assez rapidement sur les entretiens et ça te permet de bien t'entourer, d'être avec les bonnes personnes et ça, je trouve que c'est une qualité importante pour moi. Ok, écoute, merci Stéphane, c'était absolument génial. J'avoue que c'est la première fois que je tombe face à un entrepreneur qui est aussi avenant, sympathique et surtout c'est pas du chiquet, qui joue pas un rôle. Donc je tenais à te remercier pour le temps que tu nous as accordé. Julien, je crois qu'on va se dire à bientôt sur Mindset, le podcast qui décrypte l'état d'esprit de celles et ceux qui réussissent. Ciao. À bientôt Stéphane. À bientôt, merci.